Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vous en parle très souvent et d'ailleurs j'organise tous les ans un webinaire qui s'appelle les 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Eh bien, la pédagogie Montessori est l'une des meilleures pédagogies pour l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'elle utilise une méthode de lecture alphabétique ou phonétique qui, comme les méthodes syllabiques, constitue les meilleures méthodes, c'est ce qui a été démontré par les neurosciences depuis des années maintenant, pour apprendre à lire. À ce niveau-là, les choses sont claires, la science vient à l'appui de la pédagogie, et donc on peut s'appuyer confortablement sur la pédagogie Montessori pour l'apprentissage de la lecture. Mais qu'en est-il de l'écriture ? Et par écriture, j'entends vraiment le geste, le tracé des lettres avec un crayon. Eh bien là, effectivement, il y a des choses à revoir. Le bilan est un petit peu plus mitigé. En effet, beaucoup d'éducateurs Montessori, depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années que cette pédagogie est appliquée dans le monde entier, ont repéré un certain nombre de défauts dans les activités Montessori d'écriture, plus précisément de tracer des lettres. Eh bien, de mon côté, j'ai donc décidé d'approfondir la question. J'ai regardé tout le fruit de la recherche pédagogique autour de l'écriture, en particulier la méthode Dumont, ce que proposaient les graphothérapeutes, les graphopédagogues, etc. Et je suis venue corriger certaines des activités d'écriture Montessori. Donc sachez d'ailleurs que dans mes formations, vous avez des versions légèrement adaptées de ces activités d'écriture Montessori, de façon à respecter en fait la physiologie de l'enfant et puis à lui permettre d'adopter une bonne posture, à lui permettre d'adopter tout de suite le bon geste pour pouvoir tracer ses lettres. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire les 3 grandes activités d'écriture Montessori que j'ai modifiées, pourquoi je les ai modifiées, et en quelque sorte vous dire ce que vous pourriez retrouver dans mes formations pour que vous ne soyez pas surpris. Et puis si vous êtes professionnel Montessori, par exemple éducateur Montessori, j'espère que ça vous inspirera pour adapter vos propres activités Montessori en suivant les recommandations aujourd'hui de la recherche en pédagogie à ce sujet. La première des 3 activités que j'ai modifiées, elle est très connue parmi les activités Montessori d'écriture, c'est le plateau de sable. Le plateau de sable, c'est exactement ce que ça dit, c'est-à-dire que c'est un plateau rempli de sable dans lequel l'enfant est censé tracer les lettres, d'abord au doigt et ensuite avec un stylet. Un stylet, c'est en fait comme un crayon à papier, sauf qu'il n'y a pas de mine de graphite dedans. Donc c'est un bout de bois pointu que l'on tient comme un stylo, mais on appelle ça un stylet. Le problème avec cette activité telle qu'elle est proposée dans la méthode, c'est que déjà l'enfant, lorsqu'il trace avec le doigt, a souvent son poignet très cassé. En fait, il a le bras en l'air, le poignet cassé, et il trace la lettre dans le sable. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on adopte une posture qui n'est pas très bonne.
En particulier, si l'enfant fait l'activité à répétition, c'est fatigant pour l'épaule, pour le bras. Ça n'est pas une position très physiologique et ça n'est pas une bonne position de préparation à l'écriture. Pour l'écriture, je vous invite, si vous n'êtes pas en train de conduire ou de faire quelque chose de contraignant, d'imaginer que vous écrivez. Eh bien, vous allez poser votre avant-bras sur une table, sur un support. Votre avant-bras doit être posé. Et puis, le côté de votre main doit être posé également ou légèrement en suspension. Et votre poignet doit être au ras de la table. Et vous allez tenir votre crayon avec 3 doigts, ce qu'on appelle la pince de l'écriture, la pince pouce index majeur. Et vous allez donc écrire avec le côté de la main bien posé sur la table et ça vous donne un appui. Et c'est votre poignet qui va bouger et petit à petit, votre bras va se déplacer au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre ligne d'écriture. Vraiment, je vous encourage à faire l'expérience. Installez-vous et observez comment vous écrivez. Eh bien, c'est cela que l'on essaie de transmettre à l'enfant. Donc, vous voyez qu'il y a besoin de pouvoir s'appuyer, à la fois au niveau de l'avant-bras et du côté de la main, et puis le poignet entre les deux, comme il est en général un petit peu plus fin que l'avant-bras et que la largeur de la main, le poignet est légèrement en flottement au-dessus de la table. Donc, le plateau de sable, ça ne convenait pas. Parce qu'ensuite, lorsqu'on passait à l'écriture au stylet, eh bien, encore une fois, le poignet était en l'air, puisque le rebord du plateau, c'était un rebord très fin, assez haut. Et donc, on venait casser le poignet. Bref, on prenait tout de suite de très mauvaises habitudes d'écriture. Et ça risquait d'encourager les positions d'écriture dans lesquelles on a le poignet complètement cassé. Eh bien, de mon côté, j'ai donc modifié cette activité du plateau de sable et j'ai créé un plateau de sable un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins profond que ce que l'on propose d'habitude dans la pédagogie Montessori. C'est un plateau assez fin en épaisseur, avec des bords larges et bas. En fait, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment je fais. Je prends 3 petites planches de contreplaqué, et puis j'en mets une qui servira de fond, et je découpe l'intérieur des 2 autres planches de contreplaqué, et je viens coller, du coup, ça forme comme un cadre. Je viens les superposer au-dessus du fond de mon plateau de sable. Ce qui fait que j'ai une épaisseur qui reste assez fine, hein, on est autour de 8 mm à peu près d'épaisseur, ça peut être entre 6 mm et 1 cm d'épaisseur au total du plateau, donc vous voyez que la couche de sable va être relativement fine, mais ça n'empêche pas du tout de tracer très clairement dans le sable. Et ma bordure est relativement large. Vous pouvez faire une bordure, par exemple, de 5 cm. Là, on n'a pas besoin d'être très précis. Et du coup, sur cette bordure, mon enfant va venir appuyer sa main, le côté de sa main. Et avec le stylet, il va pouvoir tracer dans le sable. Donc, on garde tous les avantages de cette activité du plateau de sable, à savoir que l'enfant peut se corriger facilement, que pour des enfants qui sont perfectionnistes, eh bien, on efface l'erreur très vite et on peut s'entraîner sans qu'il y ait cette frustration d'avoir cette trace écrite de toutes les erreurs qu'on a commises. Pour certains enfants, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, on garde l'avantage du sable. En plus, dans le sable, avec un stylet, il n'y a aucune pression. Donc, on ne travaille pas avec cet exercice la juste pression que l'on va exercer sur la pointe de notre crayon sur le papier. On travaille simplement le geste d'écriture avec une bonne position de l'avant-bras, du poignet et de la main. Et bien voilà donc comment moi je présente cette activité du plateau de sable. On garde les avantages du plateau de sable et en même temps, on adopte tout de suite la bonne posture et la bonne tenue du stylet qui va ensuite se transposer à la tenue du crayon. Deuxième grande activité Montessori que j'ai modifiée, c'est celle du tracé sur ardoise. Traditionnellement, dans la pédagogie Montessori, on utilise des ardoises avec différentes lignes tracées dessus. Il y a normalement, ça dépend un petit peu des parcours aussi, mais il peut y avoir, mettons, 4 intervalles différents. Sur chaque ardoise, vous allez donc avoir des séries de 2 lignes espacées de différents intervalles, du plus grand au plus petit. L'idée, la présentation classique, c'est qu'on pose l'ardoise à plat sur un bureau. L'enfant tient sa craie comme il tiendrait un crayon et il écrit sur ses ardoises
Et petit à petit, on passe à une ardoise où l'intervalle entre les lignes est plus petit. Et donc, on invite l'enfant à réduire la taille de son écriture. Et là, il y a tout un tas de problèmes. Vraiment, tout un tas de problèmes. Le premier, c'est que si vous essayez de tenir une craie comme on tient un crayon, vous allez avoir beaucoup de mal à écrire. Ça n'est pas fait pour être tenu comme ça. Une craie, vous l'imaginez bien, vous savez comment vous écrivez avec une craie. On la tient différemment. On la tient, si vous voulez, avec la pointe de la craie vers le haut et non pas vers le bas comme on le ferait avec un stylo. Là aussi, je vous invite, c'est un podcast, je suis désolée, il faut se projeter un petit peu. Mais imaginez-vous en train de tenir une craie au tableau. La craie va pointer un petit peu vers le haut. Imaginez-vous en train d'écrire sur une feuille et là, votre stylo va pointer vers le bas. Si on tient une craie comme on tient un crayon, on va avoir beaucoup de mal à écrire. Ça va crisser sur le tableau. Et alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, c'est comme si on me faisait passer les ongles sur un tableau. Non, c'est pas possible. Je ne supporte pas les crissements de craie sur le tableau. Je pense que je ne suis pas la seule. Et ça peut être très désagréable pour des enfants. Je ne vous parle même pas des enfants qui ont des particularités sensorielles, des enfants qui peuvent avoir un trouble du spectre autistique ou autre. Déjà, le toucher de la craie et du tableau peuvent être désagréables. Cette poudre de craie qu'on retrouve partout, cette sensation, ce toucher de la craie. Mais alors en plus, ce son, lorsque la craie crisse, ça peut vous dégoûter un enfant de la lecture. Donc, moi, je présente cette activité de façon totalement différente. Et d'ailleurs, j'estime qu'on peut tout à fait s'en passer. Donc ça, c'est quelque chose que je précise dans ma formation. C'est qu'on peut choisir de se passer totalement des ardoises. Ensuite, si on décide quand même de maintenir cette activité, moi, je la présente avec un tableau à la verticale. Comme on le fait traditionnellement, avec dans le tableau noir d'une salle de classe. On écrit à la verticale. Éventuellement, on peut écrire un petit peu penché, mais j'aime autant à la verticale. Je fais tenir la craie comme on est censé tenir une craie. Donc, un petit peu vers le haut. Et puis, je ne propose que 2 séries d'intervalles différents, qui sont parmi les plus gros que l'on propose à l'enfant. Donc ça, j'y reviendrai aussi pour la 3e activité, à cette notion de l'intervalle. Donc, d'une façon différente. Là, mon idée est que l'enfant va apprendre à tracer sur un tableau noir, comme on le fait typiquement à l'école depuis des siècles, j'ai envie de dire. Donc, l'enfant va tracer, en fait, comme s'il allait tracer la lettre en l'air. C'est d'ailleurs une activité qu'on peut proposer dans l'apprentissage de la lecture. On peut tracer en l'air, on peut tracer dans le dos. On se met à 2, il y en a un qui trace une lettre dans le dos, puis l'autre doit la reconnaître. Et puis on échange les rôles ensuite. Donc là, l'idée, c'est que l'enfant va continuer à intégrer, à absorber le tracé de la lettre, le geste d'écriture. Mais ce geste, il va le faire avec tout le bras, comme lorsqu'on écrit au tableau, où là, on monte et on descend et on fait tourner tout le bras dans son ensemble. C'est très différent de l'écriture où, comme je vous le disais, ce sont les doigts essentiellement qui bougent, et puis le poignet et l'avant-bras qui s'avancent au fur et à mesure où l'on écrit. Donc là, on peut s'en passer, mais d'un autre côté, ça permet à l'enfant d'apprendre à tracer sur un tableau. Ma foi, c'est une compétence comme une autre. Et on continue à absorber le tracé des lettres, la forme des lettres, le geste global que l'on doit faire pour les tracer. Et donc, on reste avec des intervalles assez gros, parce que c'est comme ça qu'on écrit sur un tableau. On n'écrit pas en tout petit sur un tableau. Et puis, ça ne sert à rien de chercher à reproduire ce que l'on fait sur papier au tableau. En ce qui me concerne, je suis gauchère. Et même si, normalement, la main du gaucher est censée être en dessous de la ligne, la feuille un petit peu inclinée, etc., ça reste très compliqué. Et comme beaucoup de gauchers, en fait, le côté de ma main ne passe pas au-dessus, je ne tords pas ma main pour écrire, et j'ai une bonne écriture, mais le côté de ma main a tendance tout de même à repasser un petit peu sur ce que j'ai écrit. Ça se passe très bien avec un stylo, ça ne bave pas, ça reste léger. En revanche, sur un tableau, si je m'amusais à écrire comme on le fait avec un crayon, eh bien là, ma main effacerait tout ce que je viens d'écrire. Donc ça n'aurait aucun intérêt pour les gauchers.
Donc je préfère éviter ce problème-là. Et puis pour les gauchers, même ceux qui tiennent leurs mains un petit peu plus bas que la ligne d'écriture, chaque fois que l'on descend, que l'on écrit un P, un Q, un F, un J, enfin toutes ces lettres qui descendent sous la ligne d'écriture, et bien là la main viendrait effacer. Donc aucun intérêt à écrire plus petit, ce qui conduirait à adopter vraiment la même tenue que sur une feuille, où on rapprocherait la main du tableau et on poserait la main sur le tableau. On peut oublier tout ça. Donc je répète comment je présente cette activité. Comme un tableau noir, je présente l'ardoise verticalement, on tire la craie comme on est censé tenir une craie, et je ne propose que 2 intervalles qui sont relativement larges. La 3e activité d'écriture Montessori que je propose, et que j'adapte, c'est le tracé sur cahier. Parce que là aussi, normalement, lorsqu'on présente l'activité d'écriture sur cahier Montessori, on propose des cahiers où il n'y a que 2 lignes d'écriture, donc la ligne sur laquelle on pose la lettre et la ligne qui est celle qui est au-dessus du A, par exemple. Donc en fait, ce qui correspond aux premières interlignes d'un cahier classique à réglure CIS. Pas de panique, lorsque je parle d'un cahier à réglure CIS, c'est le cahier à grands carreaux que tout le monde connaît. Donc, ce cahier à grands carreaux, il comprend beaucoup plus de lignes. Là, sur les cahiers Montessori, généralement, on ne propose que les 2 lignes, la ligne de base et la première ligne au-dessus, qui détermine la hauteur des lettres comme A, E, le I sans le point, O, U, V, etc. Et puis, donc dans la pédagogie Montessori, au départ, on propose un intervalle assez large entre ces 2 lignes, et puis on vient réduire cet intervalle progressivement. Il y a plusieurs raisons qui font que ce déroulé est assez problématique. Premièrement, l'intervalle de départ est relativement gros. Alors ça part du principe qu'un jeune enfant a tendance à écrire gros, et c'est assez vrai. Et puis petit à petit, on va l'aider à réduire la taille pour qu'il puisse écrire dans un cahier classique à gros carreaux à réglure CIS. Le problème, c'est que là, les intervalles de départ sont quand même très très larges. Et que quelque part, on vient inciter l'enfant à tracer des lettres très grosses. Vous allez me dire quel est le problème. Le souci, c'est que si vous écrivez une lettre très grosse, eh bien, vous n'allez pas vous contenter de faire le geste avec vos doigts. Vous allez déplacer tout votre avant-bras pour tracer la lettre. Là encore, faites l'essai. Écrivez un tout petit A sur une feuille et vous allez voir qu'il n'y a que votre main qui bouge, que les doigts qui font un geste qu'on appelle la fléchette, qu'on peut appeler la fléchette, c'est-à-dire que vous repliez et vous tendez en particulier votre pouce et votre majeur. Et l'index reste posé sur le crayon ou le stylo afin de mieux le tenir. Maintenant, essayez de faire un grand A, un très grand A. Et là, vous allez voir que votre poignet va bouger, va tourner, voire que vous allez en fait déplacer tout votre avant-bras. Et vous allez vous rendre compte que votre geste est beaucoup moins précis. Le tracé est beaucoup moins satisfaisant. Et qu'en fait, plus votre geste sera uniquement un geste des doigts, plus vous allez faire preuve de précision et adopter un tracé agréable à lire. Donc il n'y a aucun intérêt à démarrer avec des lettres trop grosses. En fait, on va inciter l'enfant à utiliser une partie de son bras qu'il n'est pas censé utiliser dans l'écriture. L'avant-bras, il ne se déplace que de gauche à droite sur une ligne. Et puis lorsqu'il y a un changement de ligne, où il baisse, il se rabaisse un petit peu sur le bureau, ou alors on remonte un petit peu la feuille d'écriture. Donc, je ne propose pas, moi, ces cahiers d'écriture. La deuxième raison, c'est aussi que vous n'avez que ces 2 lignes. Or, l'enfant a besoin d'apprendre jusqu'où remonte un D et un T, à savoir de 2 interlignes normalement sur un cahier réglure CIS. Jusqu'où remonte un L, ou un K, ou un H. Là, ça remonte de 3 interlignes. Jusqu'où descendent le P, le Q, etc. Donc, on a besoin, en fait, de plus de lignes que cela. C'est pour ça que, pour toutes ces raisons, que moi, je propose de travailler autrement. Alors, effectivement, je propose de travailler avec une réglure, avec un interligne un petit peu plus grande que ce que l'on fait d'habitude avec les cahiers à grands carreaux. Vous allez trouver dans les magasins, dans les commerces, dans les papeteries, des cahiers dits de maternelle. C'est beaucoup ce qu'on trouve à l'école. Et c'est aussi, alors il a aussi été recommandé à l'école d'utiliser des cahiers directement à réglure CIS.
je trouve que c'est difficile à l'âge où on apprend l'écriture en Montessori, c'est-à-dire avant 6 ans. Les cahiers à règle CIS sont très bien pour le CP, pour des enfants qui ont déjà 6-7 ans, ou commencent à maîtriser un petit peu plus leurs gestes. Lorsqu'on démarre comme nous l'apprentissage de l'écriture au moment où il y a une période sensible, où l'enfant en a réellement envie, où il a cet élan vers cet apprentissage-là, c'est encore un peu petit pour l'enfant. Et du coup, personnellement, j'ai adopté un système intermédiaire. Et les cahiers que je recommande, ce sont les cahiers... Alors là, je suis désolée en revanche pour la prononciation. Je ne sais pas si ça se prononce Gurvan, Gourvan. Ça s'écrit G-U-R-V-A-N. Ces cahiers, ils utilisent une réglure CIS, c'est-à-dire avec les 5 lignes d'écriture, les 5 lignes qui délimitent des intervalles, mais un petit peu adaptées. C'est-à-dire que l'intervalle entre 2 lignes est de 3 mm. Donc ce sont des lignes d'écriture un peu plus espacées que ce que l'on propose aux enfants dans les cahiers à grands carreaux ensuite. Par ailleurs, il y a des couleurs pour bien repérer les différentes lignes. Donc on repère tout de suite où écrire déjà, quelle est la ligne principale. C'est vrai que sur un cahier à grands carreaux, c'est pas toujours évident de repérer la ligne principale. Et là, les interlignes sont un petit peu colorées, certains interlignes sont colorés. Donc on voit où écrire telle ou telle lettre. Personnellement, je trouve que c'est le plus adapté. Ça permet à l'enfant de travailler l'écriture avec un intervalle qui reste relativement petit, mais quand même un peu plus grand que la réglure CIS classique, et qui permet donc d'avoir son geste naturel et petit à petit de venir le réduire pour passer à une réglure CIS classique. Et en même temps, d'avoir tout de suite ces points de repère des différentes lignes et de comment je place mes lettres, jusqu'où je les fais remonter, jusqu'où je les fais redescendre. Donc ça permet tout cet apprentissage-là, qui est quand même fondamental aussi dans le tracé des lettres et de l'écriture. Alors je vous récapitule très vite ces 3 activités Montessori de préparation à l'écriture que je présente différemment. La première, le plateau de sable. Je le présente avec des bords beaucoup plus plats, avec le poignet qui repose sur le bord, en tout cas lorsqu'on utilise le stylet. Ensuite, l'ardoise, que je fais travailler verticalement avec une craie que l'on tient normalement comme une craie, avec des interlignes relativement larges, pour faire un tracé comme on trace naturellement au tableau noir, sans chercher à reproduire le tracé sur papier. Alors, il y a plusieurs autres intérêts à se tracer sur ardoise. J'ai mentionné le fait d'absorber la forme de la lettre. Il y a au moins deux autres intérêts à cette activité, mais ça, je vous laisserai les découvrir dans ma formation en ligne Langage Montessori, lire, écrire et les bases de la grammaire, si vous êtes intéressé. Et la dernière activité, c'est l'écriture directement sur cahier. Donc moi, j'avoue que j'ai balancé mes cahiers Montessori que je n'utilise plus du tout. Et j'utilise tout simplement un cahier Gurvan, G-U-R-V-A-N. Vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemble. Avec du coup une espèce de réglure CIS adaptée, un petit peu plus grande, mais parfaite pour que les enfants puissent écrire sans difficulté et intégrer la forme et surtout les dimensions exactes des lettres les unes par rapport aux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre ma formation en ligne. Allez voir si elle est ouverte. Le lien sera dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.